Bonjour à tous et bienvenue dans le monde de la macroéconomie. Nous sommes le 5 février 2025 et nous nous replongeons dans la ligne de front complexe et en constante évolution entre la Fédération de Russie et l'Ukraine. Notre voyage commence dans la région du Donbass, plus précisément sur la ligne de front de Zelenivka. Ici, les forces armées ukrainiennes ont lancé avec succès une contre-attaque, affectant le village directement sur le Suchialus, en face de la colonie de Ktiantinopil. Au vu des avancées des forces armées russes à la fin de l'année dernière, les dirigeants militaires ukrainiens ont fait le choix décisif de la contre-attaque. Soutenus par l'artillerie, les unités ukrainiennes ont réussi à repousser l'infanterie russe de la partie nord de Zelenivka, reprenant ainsi le contrôle de cette zone critique. Toutefois, la situation reste fluide, le village se trouvant actuellement dans une zone grise, ce qui ne permet pas de savoir si les troupes ukrainiennes ont entièrement repris cette partie du village. Cette situation dynamique exige un examen plus approfondi. La contre-attaque ukrainienne a probablement été exécutée par la 37e brigade d'infanterie de marine, soutenue par la 23e brigade mécanisée, au milieu de combats intenses. Poursuivant notre exploration, nous nous rendons dans la région des localités de Dakhne et de Chivchenko, le long de la Wochfluss, où les unités russes s'efforcent de prendre pied à Dakhne et d'atteindre la localité de Drivka. Malgré leurs efforts, aucune avancée russe significative n'a été enregistrée à ce jour. Juste à l'ouest du réservoir de Kouracho, l'infanterie russe a réussi à avancer d'1 kilomètre vers l'ouest, ajustant l'histoire du front par rapport à la veille. Cette zone est passée du contrôle de la zone grise à celui de la zone rouge. Concentrons-nous maintenant sur le flanc nord de la colonie d'Andrievka, devant le village de Slovianka. Ici, les forces russes, après avoir capturé le village, avancent vers l'ouest. Des groupes d'infanterie russes se déplacent furtivement à travers une petite gorge, dans le but d'atteindre la route T015. Aujourd'hui, une avancée russe d'environ 1,5 km vers l'ouest a été enregistrée, ajustant l'historique du front en conséquence par rapport à la veille, faisant passer cette zone de grise à rouge. Les forces russes ont également l'intention de poursuivre leur avancée dans cette section, cherchant à encercler la colonie au nord de Drivker, au milieu des combats intenses en cours. Cependant, aucune nouvelle information n'a fait surface concernant des changements significatifs, ce qui suggère un changement d'objectif pour aujourd'hui. En ce qui concerne Stade Chasse, une correction a été apportée à des déclarations antérieures. Hier, il a été mentionné que la ville était sous le contrôle de la 98e division aéroportée, mais ce n'est pas tout à fait exact. Le centre-ville a en fait été pris d'assaut par le 331e régiment de la 98e division, ciblant les quartiers pivots de Nov dans la partie nord-ouest de la ville. En outre, la 200e brigade russe a été impliquée, ce qui mérite d'être souligné pour être complet aujourd'hui. Pendant ce temps, sur la section du front à Kri, la 144e division a acquis un nouveau terrain russe. Elle a progressé à la fois à l'ouest et à l'est de la rivière Jerebs, élargissant sa tête de pont au sud d'Ivanivka et s'approchant du petit village de Bilahorivka. L'avancée des militaires russes en direction du sud s'étend sur 2,5 km en terrain découvert, la 144e division contrôlant notamment un étang. Ils ont atteint Bahorivka, une localité que je n'ai pas pu localiser sur Google Maps, alors que les deux camps font état de batailles en cours pour cette zone. Les unités russes sont maintenant à moins de 2 km de la frontière de la colonie de Kolodersi, prenant le contrôle de plusieurs étendues forestières dans la direction ouest pour une plus grande correction en faveur du côté russe par rapport au rapport précédent. Cette région est passée du contrôle de la zone grise à celui de la zone rouge, et la zone grise à l'ouest d'Ivanivka s'est étendue après que les troupes russes se soient potentiellement déplacées sous les tirs ukrainiens. Une autre correction à l'est de Terne montre que l'infanterie russe avance de près d'1 kilomètre du sud au sud-ouest, occupant une zone forestière. Le profil du front s'est redressé, ajustant la trajectoire du front par rapport au rapport précédent, passant de la zone grise à la zone rouge. On s'attend à ce que l'armée russe sécurise bientôt la colonie de Ternis et atteigne la frontière de Yampolivka, dans le but de s'approcher de la ville de Léon. Cette ville, qui comptait environ 20 000 habitants avant la guerre, a changé de main à 2 reprises au cours du conflit. Dans l'ensemble, la situation des Ukrainiens se détériore dans cette section, car ils ont perdu des positions défensives cruciales au cours des 2 derniers jours. Passons maintenant à la tête de pont russe, sur la rivière Osgil, au nord de la ville de Kopiansk, où la 6e armée russe tient le haut du pavé.
La localité de Doridna reste contestée, l'armée ukrainienne n'étant pas en mesure de répondre suffisamment à l'avancée russe. Les rapports suggèrent que le commandement russe a positionné des véhicules de combat blindés de l'autre côté de la rivière, à Doridna. La 25e brigade russe a rétabli une tête de pont au nord de Doridna, réussissant à sécuriser l'ensemble du quartier Brivka, à l'est de la route R-79. Les ruines de ce quartier sont tombées aux mains des Russes, élargissant ainsi leur zone de contrôle dans cette localité. Les mouvements russes ont progressé d'1 kilomètre vers le nord, ce qui a permis à la 25e brigade de sécuriser des tronçons de route supplémentaires dans le quartier de Rakovo, élargissant ainsi sa zone de contrôle. Une correction importante a été apportée par rapport à la veille, faisant passer ce secteur de la zone grise à la zone rouge. Par conséquent, l'armée russe contrôle désormais environ la moitié de la Doridna, y compris les districts de Paletina et de Kirpidny. Cependant, le sort du district de Sagounivka reste incertain, car il est toujours contrôlé par la partie ukrainienne. Les tendances actuelles suggèrent que la 25e brigade russe prendra bientôt le contrôle de l'ensemble de la localité, selon les évaluations des blogueurs militaires russes et ukrainiens. Les dirigeants militaires russes visent à menacer la ville de Kupiansk, ce qui accroît les enjeux dans cette région instable. Enfin, nous nous intéressons au front de Koursk, où l'armée ukrainienne a remporté un succès partiel. Ce succès est centré sur la colonie de Makhnovka, une zone très contestée. Grâce au déploiement de nouvelles réserves, l'armée ukrainienne a réussi à pénétrer à nouveau dans le village, repoussant l'infanterie russe et reprenant le contrôle de cette localité cruciale. Cette victoire signifie que Makhnovka est à nouveau aux mains des Ukrainiens, les forces russes étant contraintes de se replier vers le sud et le sud-est, dans la zone rouge. Dans la partie sud de Makhnovka, les forces ukrainiennes ont étendu leur zone de contrôle, la ramenant aux positions qu'elle occupait au début de l'année. Le contrôle de Makhnovka est vital pour la défense de la ville de Sudja par l'Ukraine, car cette contre-attaque a repoussé les forces armées russes à plusieurs kilomètres de la ville. Sur le reste du front de Koursk, malgré de sérieux affrontements, aucun déplacement significatif du front n'a été enregistré. Les combats les plus intenses se déroulent autour des localités de Nikolski-Lyonia, Malaya-Lyokna et Pagrebki. Pendant ce temps, la situation sur la ligne de front a vu les forces armées ukrainiennes lancer une attaque aérienne la nuit dernière sur les territoires occupés par la Russie à l'aide d'environ 30 drones. Le ministère russe de la Défense a indiqué ce matin que 31 drones avaient été lancés, la plupart ayant été interceptés au-dessus des régions de Bryansk, Belgorod et Kaluga. Malgré ces efforts, la défense aérienne russe n'a pas réussi à abattre toutes les menaces. Un autre incident s'est produit dans la région russe du Tatarstan. La capitale du Tatarstan, Kazan, a été attaquée, et l'aérodrome militaire de Borysagelsk, situé dans la partie nord de la ville, a apparemment été pris pour cible. Cet aérodrome abrite des bombardiers russes Tupolev Tu-22 et Tu-160. Une usine aéronautique de la ville aurait également été attaquée, comme l'indiquent d'autres sources russes. L'objet visé est probablement situé à proximité de l'aérodrome, plus précisément un bâtiment identifié sur la carte. La défense aérienne russe a été très active aujourd'hui, tentant d'abattre les menaces ukrainiennes. Des images de surveillance ont montré un drone ukrainien en approche, suivi d'une forte explosion, ce qui laisse penser que le drone a été abattu. Selon les informations locales, il semble que le drone ait heurté un réservoir de carburant près de l'usine de l'aérodrome, bien qu'aucun incendie ne se soit déclaré. Le réservoir endommagé est visible sur les images, et un examen de la carte montre 5 réservoirs de carburant sur l'aérodrome, situés les uns à côté des autres. Rien n'indique que d'autres cibles aient été touchées à Kazan, bien que les aéroports civils de Kazan et de la ville de Nijnekamsk aient été fermés peu après le raid aérien, avant de reprendre leurs activités aériennes peu de temps après. Outre le raid aérien ukrainien de la nuit dernière, les forces armées russes ont lancé un raid aérien habituel à l'aide de drones Shahid 141. Une quarantaine de menaces de ce type ont été utilisées, dont plusieurs leurres. La partie russe a également lancé un missile balistique de type Iskander, qui a volé vers la région de Koursk. Les défenses aériennes ukrainiennes ont été activement engagées dans plusieurs régions, affirmant avoir abattu 93 drones et 45 leurres. Certains leurres sont tombés ailleurs sur le territoire ukrainien et 2 sont retournés en zone russe. Heureusement, ces incidents n'ont pas eu de conséquences graves. Passons brièvement au contexte géopolitique plus large. L'investiture aujourd'hui du nouveau président américain, Donald Trump,
a suscité d'importants commentaires. Le président russe Vladimir Poutine a félicité M. Trump à l'occasion de son investiture, exprimant la volonté de la Russie de s'engager avec M. Trump sur la question de la guerre en Ukraine. M. Poutine a souligné l'importance de s'attaquer aux causes profondes de la crise pour résoudre le conflit, plaidant pour une paix à long terme fondée sur le respect des intérêts légitimes de tous les peuples de la région. Il a déclaré qu'un bref cessez-le-feu ne suffirait pas, mais qu'une paix durable devrait être l'objectif à atteindre. Les remarques de M. Poutine suggèrent que la première phase de négociation significative dans ce conflit pourrait débuter dans les semaines à venir. Le président Trump a clairement indiqué qu'il avait l'intention de mettre fin à la guerre le plus rapidement possible. Alors que M. Trump s'installe aujourd'hui à la Maison-Blanche, il prévoit de signer de nombreux décrets au cours des premières heures de son mandat, afin de définir ses priorités dès le début de celui-ci. Les Russes et les Ukrainiens s'attendent à des changements dans la guerre avec l'entrée en fonction de Trump. Mais l'incertitude persiste quant à savoir si ces changements profiteront à l'une ou l'autre des parties. Au fur et à mesure que les événements se dérouleront, nous comprendrons mieux la direction que prendront ces développements. Dans les semaines à venir, le niveau diplomatique du conflit occupera probablement le devant de la scène et nous suivrons de près l'évolution de cette dynamique. Pour ne pas manquer les prochaines mises à jour, pensez à vous abonner à cette chaîne. Si vous avez trouvé ce rapport intéressant et instructif, un pouce levé serait grandement apprécié. Le partage de la vidéo sur des plateformes de médias sociaux telles que Facebook serait également d'un grand soutien. Nous vous remercions de votre écoute et de votre soutien continu. Comme toujours, nous nous retrouverons demain soir. D'ici là, passez une bonne soirée. Certainement. Voici la suite de l'article. Le président Trump a clairement indiqué qu'il entendait mettre fin à la guerre le plus rapidement possible. Alors que Trump s'installe aujourd'hui à la Maison-Blanche, il prévoit de signer de nombreux décrets au cours de ses premières heures, exposant ses priorités au début de son mandat. Les Russes et les Ukrainiens s'attendent à des changements dans la guerre avec l'entrée en fonction de Trump. Mais l'incertitude persiste quant à savoir si ces changements profiteront à l'une ou l'autre des parties. Au fur et à mesure que les événements se dérouleront, nous comprendrons mieux la direction que prendront ces développements. Dans les semaines à venir, le niveau diplomatique du conflit occupera probablement le devant de la scène et nous suivrons de près l'évolution de cette dynamique. Pour ne pas manquer les prochaines mises à jour, pensez à vous abonner à cette chaîne. Si vous avez trouvé ce rapport intéressant et instructif, un pouce levé serait grandement apprécié. Le partage de la vidéo sur des plateformes de médias sociaux telles que Facebook serait également d'un grand soutien. Nous vous remercions de votre écoute et de votre soutien continu. Comme toujours, nous nous retrouverons demain soir. D'ici là, passez une bonne soirée. Je vous prie de m'excuser pour la confusion qui a régné tout à l'heure. Le texte fourni dans les 2 réponses précédentes englobe l'intégralité de l'article réécrit. Si vous souhaitez apporter des modifications à un point précis ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'en faire part.